Bienvenue à la leçon numéro 25, qui est la dernière leçon du cours Architecture des ordinateurs, dans laquelle nous allons voir la deuxième partie des architectures actuelles. On a vu dans la première partie quelques architectures, quelques aménagements qui ont été faits au niveau des nouvelles machines, des nouvelles architectures, telles que le pipeline et les processeurs RISC. Dans cette partie, nous verrons le complément, bien sûr, de l'architecture pipeline, qui correspond aux alias créés par le pipeline, les architectures superscalaires, le processeur Pentium, qui est un exemple des architectures superscalaires, et les microprocesseurs Spark, les processeurs Spark aussi, qui sont des architectures superscalaires. Donc les alias du pipeline arrivent bien sûr dans le cas où on a deux instructions qui se suivent et qui utilisent bien sûr la même ressource. Donc la difficulté du pipeline bien sûr est dans le fait de s'assurer que les bonnes données sont au bon endroit et au bon moment. Si vous avez des instructions qui sont chargées et qui utilisent la même ressource, il est évident que bien sûr une instruction ne peut travailler avec cette ressource que celle qui la précède met le bon résultat dans cette ressource. Sinon, le résultat sera erroné. Tout en évitant, bien sûr, des conflits d'accès aux ressources communes entre les instructions successives. Il n'est pas question, bien sûr, d'autoriser des accès à des ressources qui sont utilisées par deux instructions successives lorsqu'ils veulent accéder, par exemple, à un même registre. Donc, ça poserait un problème et ça poserait un blocage au niveau de l'architecture. Donc, les alias aussi de contrôle, tels que les instructions de branchement. Donc, on a vu dans la leçon 24 les problèmes posés par les instructions de branchement et comment on a pu proposer quelques solutions de prédiction et de temporisation, ou plutôt d'imposer des délais pour pouvoir justement traiter les cas, les branchements, les instructions de branchement dans le cas où il y a un branchement. Les alias de données aussi, dans le cas de lecture avant écriture d'un résultat ou d'écriture du résultat avant lecture de la donnée. Et ce cas se pose surtout dans le cas où on a des instructions successives qui utilisent bien sûr la même donnée. Donc, exemple d'aléa du pipeline. Admettons qu'on a deux instructions qui se suivent, add D0, D1 et sub D1, D2. Donc, on voit clairement ici que les deux instructions utilisent le même registre qui est D1 ici. Donc, si on voit ce qui va se passer au niveau d'une architecture pipeline, on a la lecture de l'instruction D1, le décodage de celle-ci, le calcul D0, le contenu D0 plus D1 et l'enregistrement du résultat dans D1. Et bien sûr, l'instruction sub qui vient juste après, un étage plus loin, on trouvera la lecture de l'instruction, le décodage, le calcul et l'enregistrement du résultat. Qu'est-ce qui va se passer bien sûr si par exemple sub ici arrive au décodage, elle aura besoin de lire la donnée qu'il y a dans D1. Alors que ici, dans la première instruction, tant que le résultat n'est pas écrit dans D1 ici, à ce niveau-là, il y a toujours l'ancienne valeur de D1. Et donc, l'instruction sub va récupérer une valeur ancienne au lieu de travailler sur la nouvelle valeur. Parce que ces deux instructions additionnent le D0 à D1 et met le résultat dans D1, et sub D1, D2 soustrait le contenu de D1 moins D2. Mais le contenu de D1 ici doit être déjà rajouté au contenu de D0. Seulement, si on suit ici le raisonnement du pipeline, on va trouver ici, dans D1, l'ancienne valeur, la valeur avant l'addition avec D0. Pour illustrer l'effet de cet aléa, sur un exemple, disons sur le cheminement des données dans les différents
étages. On pourrait prendre l'exemple d'exécution de deux instructions successives qui utilisent la même ressource. Et dans ce cas, on va avoir le D0, D1 dans la première instruction. Et dans la deuxième, add D1, D2. C'est-à-dire que dans la deuxième instruction, on aura le même registre que dans la première instruction. Donc au premier top d'horloge, bien sûr, la première instruction sera chargée. Ici, dans le premier étage, donc c'est la lecture d'instruction. Et ici, on aura add D0, D1. Et au top numéro 2, au deuxième top, on aura la première instruction add D0, D1 sera au niveau du décodage. Donc, le D0 prendra 10 et le D1 prendra 8. Donc, au niveau du décodage, on va récupérer les instructions, plutôt les données des registres. Alors qu'au premier étage, la lecture de l'instruction en rouge, la deuxième instruction, va se faire. C'est-à-dire qu'elle va récupérer D1 et D2. Au deuxième top d'horloge, la première instruction se retrouve au niveau du calcul. Donc 10 sera rajouté à 8 et le résultat sera dans l'accumulateur. Par contre, ici, au deuxième étage, on aura dans la phase de décodage qui va déjà récupérer le D1, il y a D1 est toujours à 8. Il n'a pas encore changé, puisqu'il ne changera que lorsque D1, plutôt la première instruction, atteindra le quatrième étage, qui est l'enregistrement du résultat. Donc D1 n'est pas encore modifié, il vaut que 8, alors qu'au niveau de la deuxième instruction, elle devait attendre 18 au lieu de 8. Donc c'est ça le problème qui est posé par les aléas du pipeline. Donc la solution consiste bien sûr à insérer ce qu'on appelle des bits d'utilisation des ressources qui permettent bien sûr d'affecter un bit ou un indicateur à chaque registre. Chaque fois que une instruction, ou plutôt un étage, utilise un registre, le bit, le test and set, disons, si on peut parler de sémaphore, comme le système d'exploitation pour gérer les ressources communes, les sections critiques. Donc on met ce bit pour exclure l'accès à ce registre tant qu'il n'est pas encore libéré. Donc dès que le premier étage libère le registre, c'est-à-dire enregistre le résultat dans ce registre, les autres étages peuvent l'utiliser. Bon, elle a un avantage et elle a un inconvénient de bloquer, bien sûr, les autres ressources, plutôt les autres étages. Il y a une autre solution, c'est le renommage de registres, qui permet de changer les noms des registres. Et il y a aussi d'autres solutions qu'on verra plus tard, de démultiplier le nombre de registres. Chaque étage, on lui met un nombre de registres, ses propres registres, et c'est ces registres-là qui sont utilisés lors de l'exécution des autres étages. Donc l'influence du pipeline sur le chemin de données, bien sûr, on a plus de registres internes. Dans chaque étage, on doit avoir des registres de stockage du calcul faits dans l'étage, ce qui fait que ça permet des autonomies pour chaque registre, pour chaque étage. Et bien sûr, un étage I prend comme source de calcul les registres de stockage de l'étage I-1 et non pas les registres manipulés par les utilisateurs. C'est-à-dire l'étage numéro 2 ne va pas utiliser le registre D1, mais les registres de calcul de l'étage numéro 1. Comme ça, il prendra les bonnes valeurs des résultats. Bien sûr, l'influence aussi du pipeline consiste à avoir plus de registres accessibles aux programmeurs, puisqu'on a dit que dans ces architectures, on fournit aux utilisateurs un nombre plus important de registres, donc des instructions registre à registre qui permettent le transfert entre les registres, et ça permet aussi plus de registres spécialisés, puisque chaque étage dispose de ses propres registres de travail internes, tels que le registre d'état et le compteur de programme, un compteur de programme. Bien sûr, étant donné qu'il y a des opérations dans plusieurs étages, donc chaque étage devra disposer de ses propres indicateurs d'état, les bits de retenue, les bits
de résultats négatifs, résultats nuls ou débordements. Et bien sûr, sur le plan fréquence d'horloge, elle est calculée bien sûr en fonction du temps d'exécution maximum dans un étage. Puisque on aura des compteurs de programme par étage. La partie contrôle, dans le cas du pipeline, elle est utilisée surtout par la technique du séquencement câblé. Parce que ici, on a affaire à une architecture spécialisée et le séquenceur programmé ne s'adapte pas à ce genre d'architecture. Donc les avantages et les inconvénients des architectures RISC, bien sûr, on a comme avantage la rapidité, puisque on a du pipeline, on a du traitement en parallèle, on a aussi moins d'accès mémoire, puisque on dote l'architecture avec énormément de registres, avec plusieurs registres, avec un nombre important de registres. Donc l'architecture dispose de suffisamment de mémoire locale de travail. Et on a une partie contrôle câblée. Donc c'est un contrôle ou une unité de contrôle assez rapide, puisque c'est du câblage, c'est de l'électronique, mais elle est complexe à réaliser. Au niveau intégration, la partie contrôle de la puce est constituée de 10% à peu près de l'ensemble de la puce, disons du processeur. Alors que dans l'architecture CISC, on a 68% de la puce. Donc plus que la moitié, disons, d'une puce processeur avec la technologie CISC est composée de la partie contrôle. Donc la partie contrôle est très complexe dans les architectures CISC. Alors que dans l'architecture RISC, elle ne représente que 10%. Donc elle est très légère, mais on a préféré donner plus d'importance au registre, à démultiplier les étages, plutôt que de s'investir dans la partie contrôle, sachant que la partie contrôle elle est beaucoup plus simple, elle est énormément plus simple que la partie contrôle câblée pour une architecture CISC. Déjà la partie microprogrammée dans l'architecture CISC n'est pas aussi facile que ça, mais pour l'architecture RISC, bien sûr, elle a été nettement améliorée. Bon, au niveau compilation, bien sûr, beaucoup de registres. Le fait d'offrir beaucoup de registres, ça donne une optimisation pour l'allocation des ressources. Vu qu'au niveau des compilateurs, ils auront à leur disposition énormément de registres, donc ça facilite, bien sûr, le développement au niveau software et au niveau performance des machines. Inconvénient, la partie contrôle plus complexe, puisqu'il y a la gestion des alias et branchements. Donc c'est le seul point noir de la partie contrôle au niveau de l'architecture RISC. Il y a bien sûr la gestion des alias, tel qu'on a vu tout à l'heure. Donc il a fallu les gérer pour se partager des ressources entre les différents étages. Et il y avait aussi le cas du branchement conditionnel ou inconditionnel, puisqu'on anticipe sur les instructions, on charge les instructions avant de commencer leur exécution. Et le problème du branchement, comme ce qu'on a vu dans la leçon 24, c'était le fait disons, de ne pas savoir quelle instruction va être exécutée après une instruction de branchement. Est-ce que c'est l'instruction qui suit ou l'instruction vers laquelle doit brancher le processeur? Mais à part ces deux problèmes, le reste est beaucoup plus facile par rapport à une architecture CISC. Donc, l'inconvénient aussi, un grand nombre de registres. Du moment où on a démultiplié le nombre de registres, bien sûr, il va falloir gérer ces registres. Il va falloir déjà leur trouver de la place sur la puce et il faut les gérer. Donc, ça nécessite une intégration supplémentaire dans la puce et une gestion supplémentaire de ces registres. Comme inconvénient aussi, le fait d'avoir beaucoup d'informations à sauver lors des changements de contexte. Bien sûr, le fait d'avoir un nombre important de registres,
lorsque vous avez bien sûr à brancher vers un programme d'interruption, lorsqu'une périphérie ou un automate programmable demande le service d'interruption, on est obligé de sauvegarder le contexte. Le contexte, c'est l'ensemble des registres. Bon, si chaque étage a son propre compteur de programme, registre d'état, en plus des registres qu'il y a par étage et les registres qui sont à la disposition des utilisateurs, des fois on se retrouve avec un nombre assez important de registres à sauvegarder avant de brancher vers un programme d'interruption. Et bien sûr, il faut le restaurer lorsqu'on revient vers le programme principal. Après, nous allons voir les architectures superscalares. Donc c'est une architecture aussi qui représente pas mal d'avantages et qui a été conçue justement dans les architectures actuelles. Donc les architectures superscalares consistent bien sûr dans ces architectures. On a la partie contrôle qui peut lancer l'exécution de plusieurs instructions en parallèle au cours d'un même cycle. C'est-à-dire qu'en un seul cycle, on peut lancer en parallèle l'exécution de plusieurs instructions. Ce n'est pas des étages, mais c'est carrément l'exécution des instructions. Donc un superscalar naturel qui a été déjà mis en prototype dès 1995 consiste à différentes unités fonctionnelles en parallèle qui travaillent en parallèle, ce qui fait qu'ils peuvent prendre en exécution plusieurs instructions. Donc au lieu de découper l'exécution des instructions en plusieurs étages, chaque étage fait une étape dans l'exécution de l'instruction. Là, par contre, on va mettre plusieurs unités arithmétiques et logiques en parallèle et qui font la totalité, ils exécutent la totalité de l'instruction. C'est-à-dire, ils prennent l'instruction, donc on a une instruction qui est sur une unité arithmétique et logique, par exemple, une autre instruction sur une unité de traitement, et ainsi de suite. Exemple, instruction entière, instruction flottante. Donc l'exemple flagrant de ces machines, c'est le fait d'avoir bien sûr un processeur intégré dans le même processeur, une partie par exemple qui traite toutes les instructions entières et une partie qui traite tout ce qui est instruction flottante. Donc on a deux entités indépendantes dans le processeur et quand on a dans le programme bien sûr des instructions qui traitent des entiers et des instructions qui traitent des nombres réels, des chiffres entiers et de la virgule, des chiffres réels. Bien sûr, le traitement se fait en parallèle. Toutes les instructions qui sont sur des données entières seront exécutées sur la partie entière et toutes les instructions qui traitent des données réelles seront traitées sur la partie flottante. Et dans ce cas, on a en général à l'intérieur du processeur deux parties qui traitent ces deux éléments. Donc superscalar, bien sûr, certaines unités fonctionnelles sont dupliquées, vu que, bien sûr, on va avoir deux unités indépendantes et qui traitent des instructions en parallèle. Donc les difficultés, bien sûr, dans les architectures superscalaires, c'est surtout la partie contrôle qui est très complexe, puisqu'il va falloir lancer des instructions en parallèle, on a des unités indépendantes à gérer, il va falloir fournir, bien sûr, les instructions aux unités fonctionnelles, il va falloir, bien sûr, aussi gérer les aléas, dans le cas où il y a des ressources communes, et il va falloir, bien sûr, aussi gérer les branchements. Donc on avait vu les problèmes posés par les aléas et par les branchements dans le cas du pipeline, le même problème se pose dans l'architecture superscalar. Bien sûr aussi, il faut accéder aux fichiers de registre par plusieurs unités, mais le nombre d'accès simultanés est bien sûr limité, étant donné qu'on a des entités indépendantes. Donc ici, dans ce cas, on a vu dans l'architecture pipeline que l'exécution se fait dans un ordre déterminé et en passant d'une instruction à une autre, la même chose, l'ordre est respecté.
Par contre, ici, dans l'architecture superscalaire, l'exécution des instructions peut se faire dans le désordre. C'est-à-dire on peut lire beaucoup d'instructions à l'avance pour choisir celles que l'on peut exécuter. Et c'est un avantage et ça pose une complexité au niveau du séquencement de ces instructions. Parce que la partie contrôle, ici, vous n'imaginez pas comment elle devient complexe. Hein. Donc il va falloir, bien sûr, gérer les dépendances des instructions. Il va falloir choisir, bien sûr, les unités fonctionnelles qui vont exécuter chaque instruction. Et, bien sûr, pour gérer les dépendances, ça prend du temps et on utilise aussi le pipeline de plus en plus profond. Donc, dans ces architectures, on a déjà le principe du pipeline aussi qui est intégré. Donc, c'est du superscalaire et avec du pipeline qui est superposé dessus. Donc aussi, pour exécuter les instructions dès que possible, on a besoin des unités de calcul et opérandes qui doivent être disponibles. Parce que s'ils ne sont pas disponibles, bon, on ne gagne pas grand-chose. Hein. Puis on passe au processeur Intel Pentium, qui est une architecture qui a du pipeline et qui a aussi du superscalaire, qui est une architecture superscalaire. Donc ce processeur a été mis sur le marché par Intel depuis 1993. Donc c'est un processeur superscalaire qui a bien sûr deux instructions par cycle, qui peut traiter deux instructions par cycle, deux instructions en parallèle. Donc il a deux unités entières et une unité flottante. Donc il peut traiter deux instructions qui travaillent sur des entiers et bien sûr une instruction sur des opérations flottantes. Donc, il est aussi adapté pour les instructions multimédia, la version MMX. Elle peut traiter aussi du SIMD, des paquets d'octets. Le SIMD, ça veut dire Single Instruction Multiple Data, ça veut dire une instruction et il peut travailler sur plusieurs données. Et il dispose de deux caches. Un cache instruction et un cache de données. Donc la partie contrôle est faite d'une façon câblée, donc il a un séquenceur câblé pour le noyau RISC et microprogrammé pour les instructions complexes compatibles avec la famille 8086. Puisque lors de l'arrivée du processeur Intel Pentium, il y avait pas mal de gens encore qui travaillaient sur le 8086. Donc pour assurer une compatibilité ascendante des applications, il a fallu bien sûr garder la possibilité des instructions pour pouvoir interpréter les instructions complexes compatibles du 8086. Donc il a fallu garder la partie microprogrammée qui peut supporter bien sûr les instructions des programmes qui tournaient sur la famille 8086. Et au niveau du pipeline, il dispose de deux pipelines entiers UEV pour, bien sûr, les instructions simples et instructions complexes. Ces pipelines sont découpés en étages, bien sûr. Il y a un étage prefetch pour la lecture, un étage décode 1, un étage décode 2, et un étage pour l'exécution, et un étage pour l'écriture. Donc pour supporter, bien sûr, le pipeline, le découpage en étage des instructions. Et il y a aussi l'Intel Pentium prend le pipeline flottant avec sur 8 étages. Il dispose aussi d'un cache de données accessible par deux ports pour chaque unité de calcul, plus un cache instruction. Donc c'est une machine assez complète. Donc il y a le pipeline pour la partie entière et le pipeline pour la partie flottante et du cache. Au niveau de l'organisation des caches, c'est une organisation associative par ensemble de deux blocs. Il y a deux blocs par ensemble. Et il n'y a pas de cache secondaire sur la puce puisqu'il y a les caches primaires qui permettent à cette architecture de fonctionner, bien sûr, dans de bonnes conditions. Quant au Pentium Pro,
qui est une amélioration du Pentium, tout court. C'est une architecture qui a un pipeline de 12 étages et bien sûr au niveau de la gestion des aléas et des problèmes de branchement, on a prévu sur cette machine des prédictions, une prédiction de branchement qui est sophistiquée, qui utilise bien sûr des techniques pour justement localiser quand est-ce que la donnée, est-ce que le branchement sera effectif ou pas, et pour justement améliorer au mieux ce problème de suspension d'instruction avant le branchement. Bien sûr, on peut faire bien avec cette instruction, avec ce processeur, jusqu'à 5 micro-ordres lancés par cycle. C'est-à-dire qu'on pourrait faire aller jusqu'à 5 instructions traitées en parallèle. Le Pentium Pro aussi dispose d'un cache primaire de 8 kg et d'un cache secondaire de 500 kg. Donc il a 2 caches et bien sûr les micro-ordres peuvent être exécutés dans le désordre. C'est-à-dire qu'on peut prendre des instructions dans le désordre et les exécuter en parallèle. Puis, on arrive au dernier exemple, disons, de ces architectures superscalares, c'est le processeur Spark, qui est un processeur de Spark Technology Business, qui est une division de Sun Microsystems. Ce processeur, bien sûr, dispose d'une architecture issue des travaux qui ont été menés à Berkeley entre 1984 et 1987, qui sont basés sur les concepts RISC. Donc cette architecture est ouverte, bien sûr. Elle permet des évolutions rapides de l'architecture. Comité de standardisation, Sun, Fujitsu et Texas Instruments, qui ont permis justement de monter un forum, ou plutôt un comité de standardisation et de normalisation pour pouvoir normaliser les architectures RISC et les architectures superscalaires. Donc c'est une architecture RISC à base de load and store sur 32 bits. Le type de données sont des entiers signés de 8, 16, 32 et 64 bits. Et les entiers peuvent travailler aussi sur des entiers non signés, 8, 6, 16, 32 et 64 bits. Elle peut aussi traiter des nombres flottants sur 32 bits, 64 et 128 bits. Et au niveau des instructions, donc c'est des instructions par accès mémoire, bien sûr. Elle peut traiter des instructions arithmétiques entières, des instructions arithmétiques flottantes et, bien sûr, il y a des instructions de contrôle de programme. Donc on retrouve pratiquement la totalité des classes d'instructions qu'on a sur les machines Cisco aussi. Donc on a aussi les instructions système de gestion des registres et les instructions de préchargement pour anticiper bien sûr le chargement des données dans le cache. La structure de cette machine est une structure qui est basée sur une unité entière, une unité flottante. Donc la partie entière, disons l'unité entière permet de traiter toutes les instructions qui portent sur des entiers et l'unité flottante permet d'opérer sur toutes les instructions qui portent sur des données flottantes. Elle dispose aussi d'un cache instruction et d'un cache de données de 64 kg à correspondance directe. Bien sûr aussi pour offrir de la mémoire virtuelle et pour gérer la mémoire centrale du processeur, ou plutôt la mémoire centrale du système, elle dispose d'une unité de gestion mémoire qui permet d'offrir la mémoire virtuelle, qui permet la multiprogrammation et qui permet aussi le multitâche.
Donc, pour les tendances futures, on a, bien sûr, la majorité des concepteurs de machines travaillent, bien sûr, pour pouvoir améliorer davantage la qualité et, bien sûr, la consistance des processeurs. Donc, la tendance future tombe, bien sûr, pour des processeurs vers des processeurs vectoriels. Donc, les processeurs vectoriels permettent de travailler sur des vecteurs, c'est-à-dire suites consécutives de mots mémoire, et bien sûr remplacer les boucles d'instructions scalaires par des données qui sont consécutives et qui sont en mémoire. Donc l'exemple, c'est le Cray-1 qui a été développé déjà depuis 1976 et qui travaille selon cette architecture, disons, avec un processeur vectoriel. Donc il a plusieurs processeurs en parallèle qui peuvent travailler et qui travaillent sur, disons, plusieurs processeurs sur la même application. Donc avec des processeurs vectoriels, on pourrait avoir on peut faire du multiprocessing. Et on peut avoir aussi du multi-ordinateur. Donc on peut avoir plusieurs flux d'instructions qui travaillent sur plusieurs flux de données. Et c'est des machines qu'on appelle des machines parallèles. Donc, et pour illustrer ce genre de machines, bon, les scientifiques les appellent MIMD, multiples instructions, multiples data. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs instructions qui travaillent sur plusieurs données. Et pour faire ça, ben, il faut plusieurs processeurs. Avec une seule unité centrale, avec un seul processeur, on ne pourra pas faire, bien sûr, du MIMD. On ne peut pas avoir une machine vectorielle. Donc l'idée, bien sûr, est de démultiplier les processeurs et l'ensemble des processeurs puissent travailler sur la même application. Bien sûr, dans l'application, on a plusieurs instructions et chaque instruction travaille sur des données particulières. Donc on pourrait avoir des tableaux de données. Et on a chaque instruction dans notre programme. Il y a des instructions qui travaillent bien sûr qui peuvent travailler sur des données, d'autres instructions qui travaillent sur d'autres données. Et on peut lancer en parallèle le traitement disons, dans notre machine, mais avec des processeurs en parallèle. Bien sûr, pour pouvoir aussi appliquer ou plutôt mettre en œuvre les processeurs vectoriels, il va falloir aussi penser à, ou plutôt, ce genre de processeurs vont nous donner énormément d'ouverture au niveau des mémoires distribuées. C'est-à-dire, étant donné qu'on va avoir plusieurs ordinateurs qui travaillent sur la même application et qui collaborent pour l'exécution de la même application, ben, on aura bien sûr plusieurs ordinateurs. Plusieurs données, et chaque ordinateur a une partie de l'application, il peut la traiter, et l'ensemble des ordinateurs peuvent collaborer pour exécuter le même programme. Donc, les processeurs vectoriels nous donnent la possibilité d'avoir du vrai multiprocessing. Du vrai multiprocessing, ça veut dire qu'on a de la mémoire partagée et que le problème qui va se poser, c'est que, bon, bien sûr, lorsque chaque processeur a sa propre mémoire, bien sûr, quand les données sont indépendantes, chaque processeur travaille dans sa propre mémoire, mais le problème qui se pose, c'est quand on a une mémoire partagée, comment gérer l'accès à cette mémoire, plutôt ces données partagées. Parce que dans ce genre de machine, il va falloir changer la façon de travail des programmeurs. Parce que l'application, il va falloir la découper, ou plutôt la penser différemment. Il faudrait que les programmes aient une structure différente par rapport aux programmes qu'on a l'habitude d'exécuter sur des machines qui travaillent en séquentiel. Ici, ça sera du multiprocessing et ça sera des mémoires locales à chaque processeur, qui sont locales à chaque processeur. Mais dans le cas où il y a des données à partager par les processeurs, il va falloir gérer l'accès à cette mémoire.
Bien sûr, les processeurs vectoriels nous fournissent un meilleur débit, c'est-à-dire que pour un même delta t, on va avoir un nombre d'instructions traitées colossal, qui dépend bien sûr aussi du nombre de processeurs qu'on a en parallèle, qu'on mettra en parallèle. Bon, bien sûr, actuellement, le nombre d'applications qui nécessitent du multiprocessing n'est pas vraiment très important. Il n'y a que dans l'aérospatiale, dans la météorologie ou chez la NASA, où on utilise vraiment des machines, des processeurs vectoriels de ce genre. D'ailleurs, le Cray-1 est utilisé depuis les années, fin des années 70 par le NASA. Hein. Mais actuellement, vu qu'on tend disons, les informaticiens tendent à faire des applications sans se soucier ni de l'espace qu'ils occupent en mémoire, ni du temps de réponse, on arrive à avoir des applications qui sont très très gourmandes en matière d'occupation de l'espace mémoire, en matière aussi du temps de réponse, puisque on a des outils de plus en plus sophistiqués, on a du multimédia qui devient à la portée du grand public, donc on sera amené tôt ou tard à mettre en exergue ces machines et bien sûr à les produire, même pour les mettre à la portée du grand public. Hein. Bien sûr, il y a un problème qui se pose, c'est quelles sont les applications qui peuvent exploiter le parallélisme. Parce que il va falloir repenser différemment nos applications. Bien sûr, ces machines, déjà l'OS, l'operating system qui existe sur ces machines travaille en parallèle, je veux bien, parce que c'est les concepteurs des machines qui l'ont fait. Mais les utilisateurs, il va falloir leur changer la mentalité pour leur apprendre les techniques de développement d'applications parallèles. Donc un exemple de machine haut de gamme qui permet bien sûr le multiprocessing, disons qu'il y a un processeur vectoriel, c'est le Cray-1. Donc on a dit c'est le Cray-1. Il y a aussi une machine de digital et il y a IBM aussi qui a conçu une machine qui travaille aussi en parallèle. Ainsi s'achève notre 25e leçon et par la même occasion notre cours d'architecture des ordinateurs. Pour toute information ou complément d'information, veuillez vous connecter au site Netuno et cliquez sur MedNetU. Je serai à votre disposition et merci.